Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Tech Actu, il y a pas mal de choses à voir ensemble. On va parler bien sûr de Nvidia, d'AMD et surtout des nouveaux GPU de chez Intel. Et je pense que ça va nous faire du bien. À la fin de cette vidéo, pour ceux vraiment que ça intéresse, je vais vous parler du projet qui concerne tous les abonnés de cette chaîne et pour pouvoir surtout les aider. Mais déjà, un grand merci à Alain et il sait pourquoi. On va commencer avec le premier sujet et je voulais revenir sur les propos que j'avais tenus la semaine dernière sur justement le sujet Nvidia dans le Tech Actu de vendredi. Parce qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas compris ce que je voulais dire. Je ne critique pas la marque Nvidia pour les pros Nvidia, donc c'est pas la peine de m'insulter dans les commentaires. De toute façon, vous serez bloqué, je ne vous répondrai pas. Ce que j'ai simplement dit, et c'est ma façon de penser, mais encore une fois, ce n'est pas parole d'évangile, c'est que je trouve que Nvidia travaille beaucoup plus sur le sujet des softwares que sur ses cartes graphiques et la puissance brute de ses cartes quand ils sortent. Et on l'a vu avec la 4060 et la 4060 Ti. Pourquoi je dis ça? Regardez bien, Nvidia affirme que son encodeur AV1 est le meilleur que celui d'AMD et Intel. Pour l'instant, rien de bizarre. On sait toujours que c'est la guerre entre, que ce soit au niveau matériel ou au niveau software, ils sont toujours en train de se faire la guerre. Pour l'instant, ok. Mais par là, en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que je trouve que Nvidia travaille vraiment très très fort sur ses logiciels. Bon, là, ça ne va pas concerner la partie gaming, puisque c'est vraiment l'AV1, l'encodeur AV1, c'est vraiment pour tout ce qui est créateur de contenu. Et effectivement, moi je l'ai vu tourner, Nvidia tourne très bien. Après, au niveau de AMD, personnellement, en ayant une carte AMD, j'ai pas de souci au niveau de l'encodage. Intel, pour être vraiment honnête, je ne l'ai pas essayé, donc je ne peux pas vraiment vous en parler. Mais entre l'AV1 de chez Nvidia et AMD, personnellement, je n'ai pas vu énormément de différence. La suite logicielle est différente. C'est vrai qu'on peut faire un fond d'écran sans avoir un écran vert et ainsi de suite. Mais bon, là, c'est vraiment pour, on va dire, du YouTube, des créateurs de contenu. Mais là où je veux en venir, c'est à la prochaine news. Voilà. La compression de texture neurale de Nvidia pour la compression de texture matérielle. Si vous n'avez rien compris, eh ben vous êtes comme moi. En gros, ce que vous regardez dans l'image, ici, c'est ce qu'on a habituellement. Nvidia travaillerait sur le NTC et vous voyez quand même la différence de détail au niveau des textures. C'est juste incroyable. On devient, en fait, les prochains jeux prévus, vraiment les gros AAA qui vont sortir, on est bientôt sur du virtuel réaliste. Et on l'avait vu avec la démo de Matrix qui était vraiment bluffante, quoi. Après, voilà, il faut avoir une machine de guerre pour faire tourner. Mais quand vous regardez bien au niveau de l'image, les détails, c'est juste magnifique. Franchement, moi qui préfère avoir beaucoup plus de détails au niveau graphisme dans un jeu que avoir 400 FPS qui ne sert pas à grand chose, parce que du moment où vous en avez 100, 120, il y en a largement assez, bah écoutez, franchement, là il y a vraiment une très grosse avancée. Et ici, on va le voir ensemble, regardez ici la texture du livre. On prend cette image et regardez, celle-ci, là, on a plus de détails et là, on a encore plus de détails. Et ici, c'est pareil. Là, on a une image floue. Regardez, c'est juste magnifique, quoi. C'est incroyable ce que Nvidia est en train de faire. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Quand vous regardez ici les textures, c'est quand même assez bluffant, non? Eh bien, regardez bien la texture. Le coût du rendu 4K est de 1,15 millisecondes, ce qui est supérieur à 0,49 millisecondes mesuré sur une RTX 4090. Et c'est pour ça que j'aligne mes propos avec celui de la semaine dernière, parce que je vous dis, et j'en suis sûr et certain, que Nvidia va préférer travailler sur ses suites logicielles pour augmenter la puissance de ses cartes graphiques, ok, comme l'a fait un peu Intel. Rappelez-vous, quand les Arc sont sortis, c'était pas terrible. Il ne faut pas se leurrer, c'était pas terrible. Aujourd'hui, quand vous reprenez les mêmes cartes graphiques avec la nouvelle suite logicielle, les nouveaux drivers que Intel a travaillé dessus, ils ont peut-être pas quasiment doublé de puissance, mais la puissance est là. Et aujourd'hui, ça vaut le coup d'acheter une carte graphique Intel pour jouer en 1080p. Pas besoin de plus. Franchement, c'est une très bonne carte graphique. Et je pense que Nvidia l'a compris. Pourquoi ils vont nous développer des cartes graphiques avec plein de transistors, de processeurs, de RAM, enfin de VRAM et tout ça qui va coûter beaucoup trop cher en développement et beaucoup trop cher
en production, et bien sûr, le prix, ça vraiment trop cher pour nous les gamers, et on le voit bien actuellement, tout le monde est en train de se plaindre, hein, mais c'est comme ça. Alors, est-ce que Nvidia aurait réfléchi à se dire, on va faire des cartes graphiques de base? Alors, est-ce qu'on aura encore, par exemple, une 4060, une 4070, une 4080? Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Est-ce qu'on aura, par exemple, du bas de gamme, du milieu de gamme avec une référence et du très haut de gamme avec une autre référence? Donc, en gros, on aurait 3 références. Et à partir de là, avec tous les drivers mis en place par Nvidia, plus le NTC, les nouvelles textures qui vont arriver, et ainsi de suite, ils vont faire gonfler la puissance brute de leur carte juste avec une suite logicielle. Pourquoi pas? Ça pourrait être un avenir. Dans ce cas-là, imaginez-vous qu'on a 3 références de cartes graphiques chez Nvidia. Quels sont les prix? Moi, c'est juste ça. Quels sont les prix? Parce que le coût de développement d'un logiciel coûtera beaucoup moins cher que de produire et de développer en fait tout ce qui est brut au niveau de la carte. Je pense que Nvidia partirait de ce sens-là. AMD, je ne sais pas vraiment comment il fonctionne. Mais pourquoi pas? Mais regardez bien, j'ai déterré un ancien post d'un TechActu, je ne sais même plus de quand il date, mais regardez bien ça. L'AMD FSR 3.0 fonctionnera sur les Radeon RX 6000, donc vous voyez, hein, 6000, parce que ça c'est un truc qui date, je ne sais plus de trop quand. Bon, il n'y a pas la date, mais bon, bref, c'est pas grave. Et sur les GPU Nvidia RTX, c'est-à-dire que le FSR 3.0, on n'en parle pas assez, je trouve. On parle toujours du DLSS 3.0, mais le FSR 3.0, quand il va vraiment sortir, vraiment être mis au niveau, je pense qu'il sera aussi bon que le DLSS 3.0. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que le FSR 3.0 de la marque AMD pourrait peut-être prendre en charge les GPU Nvidia RTX et les faire tourner aussi bien qu'un DLSS 3.0? Et pourquoi le DLSS 3.0 ne pourrait pas faire tourner des RX 6000 ou 7000 ou 5000 même encore? Donc, je pense que les grandes firmes sont vraiment en train de travailler là-dessus. Peut-être qu'ils ont vu aussi ce qu'ils ont fait Intel avec les premiers drivers qu'ils ont fait et que les cartes chauffaient et qu'il n'y avait pas vraiment de puissance et ça valait pas le coup de les acheter quand ils étaient sortis. Et maintenant qu'ils sont vraiment au top de ce que peut faire leur carte, est-ce que AMD et Nvidia ont réfléchi en disant écoute, dans ce cas-là on va réduire un peu les processeurs, les VRAM, les quantités de VRAM et ainsi de suite pour justement mettre en place des FSR 3.0, des DLSS 3.0 et ainsi de suite. Alors, est-ce que l'avenir, ça va être ça? Pour l'instant, je ne peux pas vraiment vous dire. Moi, je vous dis simplement mon avis. Dites-moi en commentaire si vous croyez encore avoir des très très grosses cartes graphiques, des 5090, des 6090, des 8900 XT, XTX. Pour moi, l'avenir des composants, c'est pas ça, parce qu'on l'a vu pendant la période du Covid. On était en pleine pénurie, ils n'ont pas pu vendre de cartes, ou alors ils ont vendu des cartes vraiment à des prix faramineux. Quasiment personne n'a pu acheter une carte graphique pendant la période du Covid. Donc, est-ce qu'ils sont en train de retourner leur veste parce qu'ils se sont dit, comme on a perdu énormément d'argent, autant développer un logiciel, même s'il y a une pénurie, il y a un Covid 2.0, on s'en fout. Le logiciel, c'est juste dans nos bécanes, on peut travailler dessus et augmenter la puissance des cartes graphiques. Et est-ce que dans ce cas-là, je dis bien, c'est une hypothèse, est-ce que dans ce cas-là, les cartes graphiques qui sortiront coûteraient beaucoup moins cher que maintenant, vraiment à un prix dérisoire, mais ils nous feraient payer les mises à jour des logiciels? Ça peut être une alternative aussi. On n'est pas à l'abri. Alors bien sûr, c'est un peu la théorie du complot ce que je vous explique, mais est-ce que ça se produira? Écoutez, on le verra avec, je pense, les RTX 5000 quand ils sortiront. Si on voit que les RTX 5000, quand ils vont sortir, on a à peu près l'équivalent à une 4060 et une 4060 Ti qui sont en gros des 3060 rebadgés pour moi. Là, il faudra se poser les questions. Alors, la semaine dernière, j'aurais dû vous parler aussi des X3D qui cramaient, mais bon, avec les deux TechActu spéciales AMD et Nvidia, j'ai pas vraiment pu vous en parler parce que c'était hors sujet. Donc là, je vous en parle. Et je voulais revenir sur le problème des processeurs qui crament.
pourquoi les X3D crament sur la version 7000? On n'a pas eu vraiment ce problème-là sur la version 5800 X3D. Ben, en fait, c'est un peu de la bêtise humaine, en fait. Mais à prendre avec des pincettes, parce que je peux comprendre en même temps, et d'un autre côté, en étant que juste que gamer, je ne comprends pas trop non plus. Je m'explique. Là, on peut voir en fait que sur la carte mère, vous voyez bien ici que c'est cramé, et ici, on a un gonflement du processeur. Ok, et là on peut le voir aussi, c'est bien cramé quand même. Alors j'ai essayé en fait de vouloir acheter ce genre de carte mère qui a été cramée et acheter simplement cette pièce là, la dessouder, voilà, et puis la ressouder pour avoir une carte mère simplement pas trop chère et quasiment neuve quoi. Mais bon, simplement ça se vend pas, c'est vraiment, je sais même pas où on peut les acheter en tant qu'électronicien, je sais même pas où on peut les acheter. C'est un peu dommage. Et pour revenir un peu au sujet du X3D, en fait, pour éviter que les processeurs X3D crament de la série 7000, AMD fait des mises à jour BIOS pour réduire les tensions et ainsi éviter les CPU de brûler. Alors, pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que il y a des gens... voilà, c'est ça que je ne comprends pas. C'est que les overclockers, où c'est vraiment leur trip, ils font ça pour overclocker, pour voir vraiment la limite du processeur. Bon, et bien sûr, de temps en temps, il y a de la casse, ça peut arriver, mais ils font ça en connaissance de cause. Maintenant, les gens qui achètent des X3D, simplement pour du gaming et qu'ils essayent vraiment d'overclocker pour tirer le meilleur du processeur, déjà je me pose la question, c'est comme un abonné me disait sur Instagram, mais Dom, quand est-ce que tu vas sortir une vidéo pour overclocker ton 13900K? Mais ouais, d'accord, ok, mais pourquoi faire? Quand tu as un 13900K ou un 12900K, je vois pas l'intérêt de l'overclocker pour gagner quoi? 10% de plus? Personnellement, je ne comprends pas. Un X3D, quand tu l'achètes, je pense que le processeur est assez puissant d'origine pour éviter de l'overclocker et gagner encore quoi, 15-20 FPS de plus. Personnellement, en tant que gamer, je trouve ça ridicule. Après, voilà, c'est juste mon avis. Donc, en fait, je trouve ça un peu décevant que les gens se plaignent que les X3D crament. Ils ont fait une erreur, c'est pas la faute de la marque, quoi, je veux dire. J'achète une voiture, je booste le moteur est encore sous garantie, je le claque sur l'autoroute parce que j'ai roulé à 400, je dis une connerie, hein, mais je vais pas aller voir le constructeur parce que j'ai acheté une Twingo, quoi, parce que le moteur a cramé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour le coup, les gens qui accusent les X3D ou les belles mises en scène en disant le X3D crame, évitez-le, non. C'est un problème des gens, quoi. C'est pas comme la solution de Nvidia avec ces câbles 12 VHP machin chouette là qui crament. Et là, à la rigueur, c'est pas vraiment la faute des gens, c'est vraiment un problème technique. Tandis que sur les X3D, pour moi, ce n'est pas un problème technique, c'est juste un problème de personne en fait. Donc c'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je voulais revenir un peu sur la feuille de route qui a été publiée par AMD, qui est jusqu'en 2026. Alors, je ne vais pas parler des EPYC, des processeurs EPYC, Threadripper, tout ça. On peut jouer avec ça, mais bon, c'est complètement ridicule vu le prix. Donc, je vais simplement m'attarder sur les processeurs que nous, on connaît, hein, les Ryzen 5, les 7, les 9 et ainsi de suite. Donc, pour la feuille de route d'AMD, en fait, on sait maintenant avec Zen 5 qu'on aurait des versions 8000 de base, hein, qu'on connaît, des 8000X et ainsi de suite. Et on aurait aussi, attention, du X3D. Donc le 3D V-Cache reviendrait sur la prochaine génération de processeurs qui devrait arriver normalement fin 2024. Alors vous allez me dire pourquoi acheter les nouveaux processeurs 7000 X3D maintenant? Écoutez, j'en sais rien. Je pense qu'il faut mieux attendre 2024 pour voir vraiment une évolution, puisqu'encore une fois, au niveau de la gravure, ça sera encore plus fin que les séries 7, donc on gagnera en puissance théoriquement et surtout en consommation d'énergie, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, c'est la consommation d'énergie, parce que les prix deviennent de plus en plus folles. En France, en tout cas, après dans les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe. Tiens, si vous êtes belge, dites-moi si votre consommation d'énergie a évolué au niveau du prix aussi, parce que j'adore la Belgique, j'ai passé mon enfance, quasiment ma scolarité. Et voilà, un petit clin d'œil à la Belgique. Et pour revenir au processeur, en fait, il y a pas mal de choses. Et une chose qui m'a un peu interpellé, c'est que Zen 5 vont exploiter une architecture hybride. Pour l'instant, on n'en sait pas plus.
on le sait qu'aujourd'hui, c'est pas des monoblocs, c'est-à-dire que c'est des bridges. Hein, les processeurs sont montés comme ça chez AMD. Et l'architecture hybride, ça voudrait dire quoi? Est-ce qu'il ferait pareil que Intel, toujours en ayant des processeurs montés en bridge? On aurait des gros cœurs et des petits cœurs, peut-être, puisque Intel le fait, mais AMD ne l'a jamais fait. Pour l'instant, il est toujours sur un réseau de processeurs, pas d'ancienne génération, mais d'ancienne conception. Ok? Donc, est-ce que ça serait ça, l'architecture hybride? J'espère en savoir plus d'ici courant 2023. De toute façon, vu que ça sort en 2024, je pense qu'au troisième trimestre, il y a des langues qui vont se délier. Mais je suis vraiment un peu titillé par cette architecture hybride. On en saura plus dans quelques mois, je pense. On a vu que AMD nous balance sa liste publique jusque 2026 au niveau de ses processeurs. Et là, d'un seul coup, AMD a besoin de plus d'APU bas de gamme. Pourquoi faire? Donc ça veut dire qu'en fait, ils vont sortir 30 000 processeurs des chaînes de fabrication, mais des Ryzen 3000, donc le 3200G, le 3400G avec l'APU graphique Vega 11, qui était vraiment pas mal quand les gens n'ont pas vraiment beaucoup d'argent. Je leur conseillais de prendre ce genre de petit processeur, tout simplement parce qu'il y avait un APU graphique qui tenait la route pour du 1080p. Alors bien sûr, on ne jouera pas avec 400 fps, mais voilà, sur certains jeux, entre 80 et 60 fps, ça pouvait tourner sans aucun problème. Et ça faisait une économie au niveau de la carte graphique. Donc je recommandais. Mais là, ce qui m'interpelle vraiment, c'est que AMD va reproduire 30 000 processeurs en 3200 et en 3400G, comme je vous l'ai dit, mais aussi apparemment des cartes mères en B450M bon marché, donc d'entrée de gamme. Mais pourquoi? Là, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y aurait un problème avec... Normalement, on aurait dû avoir dans la série 7000 des 7200G, des 7400G, je dis ça, mais j'en sais rien. Mais normalement, on aurait dû avoir ça, en tout cas avec un APU graphique. Est-ce que AMD a des problèmes avec les 7000 pour faire tourner l'APU graphique? Je ne sais pas trop, donc en fait, pour combler la gamme, ils ressortent des 3000G. Et là, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on parle toujours de AMD et de Nvidia au niveau des cartes graphiques, et c'est normal, puisqu'ils ont sorti les nouveautés avec les 7000 et les 4000, donc effectivement, on en parle énormément. Mais Intel n'est pas en marge, parce que lui, on n'en parle pas trop, malgré que les Arc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de très bonnes cartes aujourd'hui, mais pas à la sortie. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux drivers, ils font vraiment le taf en 1080p. Alors, pour rappel, hein, Intel, à la base, c'était une grande entreprise qui gérait avec tous les pôles. Il y avait tous les pôles dans la même boîte. Aujourd'hui, Intel a vraiment différencié en fait tous les pôles. Vous avez un pôle graphique, enfin partie graphique, un pôle partie processeur, un pôle communication, un partie software. Et si la partie processeur voudrait acquérir un APU graphique, il demanderait à la partie graphique de lui vendre, et oui, ça marche comme ça maintenant chez Intel, il vendrait l'APU graphique au profit en fait, des processeurs. Et en fait, comme vous n'entendez pas vraiment parler d'Intel actuellement, il travaille dur pour nous sortir des nouvelles cartes, et ça va s'appeler Battlemage, on le savait, en 4 nanomètres, et Celestial en 3 nanomètres. Certains ingénieurs d'Intel ont travaillé sur des GPU discrets de 3 nanomètres et 4 nanomètres. Pour rappel, hein, plus tu descends au niveau gravure, plus normalement tu as de puissance par watt. Et au niveau énergétique, c'est vraiment contenu. Alors là, on peut voir des choses que je ne comprends pas trop, mais on voit bien qu'on a des GPU en 3 nanomètres, ici, et en 5 nanomètres. Et là, vous avez en 4 nanomètres. Et ouais, les amis. Donc, franchement, j'ai été déçu quand Intel Arc est sorti. Je m'attendais à vraiment... pas vraiment à taper dans, par exemple, une 3090, mais au moins que ça ressemble à une 3070, voire un peu à une 3080. Bon, ce n'était pas le cas. Mais je pense qu'en 2024, je pense que ça va nous faire du bien. Et on peut voir ici, en 2025, Céleste. Donc, pour ma part, je pense qu'on aura vraiment du lourd du côté de chez Intel, et j'attends ça avec impatience. Et franchement, il nous le faut. Il faut vraiment concurrencer AMD et Nvidia
niveau puissance, ni niveau prix, parce que sinon, il n'y aura que deux concurrents, et pour le peu qu'ils s'entendent tous les deux sur les prix, qui c'est qui vont passer pour des couillons? C'est encore nous, parce que les cartes graphiques vont être vraiment trop chères. Donc vivement qu'il y a vraiment un troisième acteur sur le secteur et qui peut concurrencer les deux grandes marques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'attends beaucoup, mais alors beaucoup, des cartes graphiques de chez Intel. On arrive au terme de cette vidéo et je voulais vraiment vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Vous savez que sur cette chaîne, je ne garde pas tout pour moi et j'essaye vraiment d'aider le plus de monde possible, malgré toutes les demandes que j'ai, c'est pas possible. Je ne peux pas offrir un ordinateur tous les semaines à quelqu'un, quoi. Certains d'entre vous m'envoient des colis de composants électroniques, donc des cartes mères, des processeurs d'ancienne génération, de l'ancienne RAM. Et je trouve ça vraiment sympa. Et d'ailleurs, encore une fois, un grand merci à Alain, parce que j'attends le colis avec impatience, puisque Alain, c'est un abonné de la chaîne et vous pouvez voir quasiment sur toutes les vidéos, il y a un commentaire d'Alain et un grand merci à lui, parce que c'est lui aussi qui fait vivre la chaîne. Il m'envoie un colis avec divers composants, je ne sais pas encore ce qu'il y a dans la boîte, et j'ai le droit de faire ce que je veux. Alors j'ai deux choses à vous proposer. Soit je fais un inventaire, je mets tout ce que j'ai et tout ce qui fonctionne dans l'onglet communauté. Pour les gens qui n'ont pas énormément de moyens, pourront me contacter en me disant écoute Dom, je voudrais par exemple, je sais pas, une carte mère B450, ça m'intéresserait pour mon prochain ou mon setup actuel et ça m'aiderait justement parce que ça coûte trop cher au niveau du prix hardware, que je peux comprendre. À partir de là, j'enverrai la carte, mais je lis de suite, je vous ferai payer les frais de port, parce que je ne pourrais pas tout prendre à ma charge. Pour vous, ça va vous coûter 5, 6 euros, voire peut-être 7 ou 8 euros, j'en sais rien, en fonction de là où vous habitez. Mais pour moi qui dois envoyer énormément de composants, je n'ai pas envie d'avoir une facture de 200 euros tous les fins de mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, je pense que vous pouvez le comprendre. Ou alors, la deuxième solution, c'est que je garde les composants, qu'une fois que j'ai assez de composants pour vous faire une config gamer, d'un PC gamer d'entrée de gamme, à partir de là, je refais une tombola où je l'offre à quelqu'un qui me suit régulièrement et qui est fidèle. Mais généralement, les gens qui sont fidèles sur cette chaîne ont déjà généralement un bon PC gamer. Alors, je ne sais pas trop quoi faire. Soit que vous décidez entre vous que je fasse un onglet communauté avec l'inventaire de tous les composants que j'ai et dispatcher à chacun d'entre vous, ok, toujours en payant les frais de port, ou alors je fais une tombola une fois que j'ai tous les composants nécessaires et monter un PC gamer et on le testera ensemble, ça fera une ou deux vidéos dessus sur le produit, et à partir de là je ferai gagner à l'un d'entre vous. Essayez d'en parler d'entre vous, mettez-vous d'accord et à partir de là, dites-moi ce que vous en pensez. Ok? Donc voilà, on essaye de faire évoluer la chaîne aussi dans le bon sens, puisque encore une fois c'est une chaîne de partage et malheureusement je ne peux pas tout donner à tout le monde, c'est pas possible, ça je pense que vous pouvez le comprendre, mais voilà, petit à petit on essaye de mettre des choses en place. À propos de donner quelque chose, vendredi, je vous donnerai quelque chose à l'un d'entre vous. Je contacterai l'un d'entre vous après la vidéo. J'espère que ça lui fera plaisir parce que c'est vraiment, on va dire, une petite nouveauté sur la chaîne. Je n'ai jamais fait ça et je sors un peu de ma zone de confort. Donc j'espère que ça vous plaira. On se donne rendez-vous vendredi 18 h. Passez une bonne semaine, travaillez bien. Salut les potes, ciao ciao.